Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je présente donc ce rapport pour observation au nom de la Commission des lois, puisque la commission compétente, comme vous le savez, pour la Commission des affaires européennes, parce que comme vous le savez, la commission compétente est la Commission des lois, et que ce rapport n'a que pour objet de formuler les observations de notre commission pour la Commission des lois. Il vise donc à réformer les élections européennes en France en vue du scrutin de 2019. Je le disais la semaine passée dans le premier échange de vues que nous avions eu, je considère que l'élection européenne de 2019 est une élection décisive puisque nous serons à quelques mois, quelques mois après le départ supposé des Britanniques de l'Union européenne et que nous entrerons donc dans une mandature qui s'ouvrira en 2019 jusqu'en 2024, qui est considérée par beaucoup comme une mandature de refondation. Et donc, c'est une échéance décisive puisqu'elle nous offre un certain nombre d'opportunités, mais ça nous engage aussi à beaucoup de responsabilités dans nos familles politiques respectives, mais aussi dans les médias et la société civile. Les partis politiques d'abord. Je considère que les élections européennes ont été considérées à tort par l'ensemble des partis politiques dans notre pays comme une échéance électorale de second rang, ce qui a progressivement conduit les Français à s'en désintéresser. Et le taux d'abstention chaque fois plus élevé en a témoigné. Mal comprise des électeurs car mal expliquée, ces élections ont trop souvent suscité des débats strictement nationaux entre les différents partis politiques de notre pays et ce, aux dépens d'enjeux européens qui sont pourtant fondamentaux. Et donc, en 2019, l'approche qui est la nôtre en France du scrutin doit évoluer. Pour cela, nos familles politiques doivent saisir l'opportunité d'un retour à la circonscription unique nationale pour faire de ce scrutin un rendez-vous électoral majeur d'une part et pour européaniser les enjeux d'autre part en présentant des personnalités aux compétences européennes affirmées et porteurs d'un projet mobilisateur autour des sujets européens. Je considère donc que le retour à une circonscription nationale unique est une chance de donner une meilleure lisibilité au scrutin, de faciliter la compréhension des enjeux et de permettre une meilleure implication de nos compatriotes dans le débat européen. Et je crois que ce sera aussi pour les différentes familles politiques, qui auront évidemment des projets différents, de confronter dans un débat national d'envergure différentes approches du scrutin européen. Je crois que les circonscriptions nationales ou régionales, telles qu'elles avaient été conçues, avaient empêché qu'un véritable débat se fasse sur l'Europe et qu'en fin de compte, ces débats régionaux avaient un petit peu dilué en sous-débat les véritables enjeux européens et l'objectif initial qui était louable, qui était de rapprocher le parlementaire européen des Français, a échoué parce que les circonscriptions étaient beaucoup trop grandes et donc illisibles, qu'elles n'avaient pas forcément d'organisation tout à fait logique. Quand vous prenez par exemple une circonscription comme le Grand Est, 5 régions, 18 départements, près de 9 millions d'habitants, c'était pour les parlementaires élus dans celle-ci et dans les autres, évidemment difficile de la sillonner en long, en large et en travers. Et donc je crois que le retour à une circonscription est inutile. Et je crois que le retour à une circonscription unique est de ce point de vue-là nécessaire. La seconde responsabilité, c'est celle qui incombe aux médias. Et je crois que ces élections européennes engagent, et singulièrement le service public, qui avait, lors des élections européennes de 2014, choisi de ne pas diffuser le débat qui opposait les différents candidats à la présidence de la Commission européenne. Je crois qu'en 2019, nous devons changer d'approche et j'incite, dans le rapport qui est le mien, les médias français à s'en emparer, et en particulier l'audiovisuel public, et peut-être même, pour aller un peu plus dans le détail, les antennes régionales, à pouvoir se saisir de ce scrutin, notamment et même un petit peu en avant autour des consultations citoyennes qui se dérouleront un petit peu partout en France.
La troisième responsabilité, c'est celle de la responsabilité civile. Je considère que l'Europe, comme l'a dit le président de la République, ne peut plus se construire à l'abri des peuples. Et j'estime que les consultations citoyennes dont Valérie Gomez-Bassac et M. Herbillon ont fait le rapport il y a quelques semaines sont un outil tout à fait pertinent pour créer un débat européen dans notre pays, que cela permettra de constituer une ambiance européenne avant un scrutin majeur. Et donc, j'estime qu'elles sont une des conditions de la réussite des élections européennes de 2019. Elles doivent servir évidemment à faire plus de pédagogie. Et je crois que chacun d'entre nous, dans nos circonscriptions, devons essayer de nous en emparer pour les faire vivre dans les territoires, mais pas seulement les élus, ça doit être aussi le fait des associations, des enseignants, des entrepreneurs, des étudiants et évidemment de l'État. Je crois qu'au-delà des responsabilités que j'évoquais, ces élections sont aussi une opportunité vis-à-vis de la future composition du Parlement européen. Vous le savez qu'à l'issue des négociations relatives au Brexit, les 73 députés britanniques du Parlement européen laisseront leur siège vacant. Et la question du devenir de ces sièges se pose. Et moi, je défends, comme la commission AFCO l'a entériné hier au Parlement européen, la mise en œuvre des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne unique, à laquelle un certain nombre de sièges seraient dédiés. Le projet de loi prévoit justement cette possibilité, qui offre donc une double opportunité. Tout d'abord, l'opportunité d'apporter une réponse politique au Brexit. Ensuite, l'opportunité de représenter l'intérêt général européen. Je crois que le Parlement européen doit être plus que l'agrégat de 27 volontés nationales différentes. Le Conseil joue suffisamment ce rôle. Et donc, au-delà évidemment des origines des uns et des autres, la nécessité pour les parlementaires européens de représenter l'opinion publique européenne dans son ensemble. Et à cet égard, je me permets donc de saluer le vote qui a été celui d'hier en commission AFCO sur le vote Hübner et Pereira. Et je me réjouis du fait que l'adhésion aux listes transnationales ait évidemment dépassé le clivage qui avait pu se faire au Parlement entre le PPE, l'ALDE et le SND, et que nous ayons pu trouver dans cette commission un clivage, un dépassement de ces clivages. Et là maintenant, j'espère, et j'appelle de mes voeux, la confirmation de ce vote pendant la plénière du mois de février. Enfin, la redistribution des sièges britanniques offre l'opportunité de rééquilibrer la représentation actuelle des États membres au sein du Parlement européen, et notamment celle de la France. Vous savez que l'évolution démographique de notre pays nous octroie un certain nombre de sièges supplémentaires. Et donc, je salue encore une fois le rapport AFCO qui offre un certain nombre de sièges supplémentaires à la France. Il y aurait pu en avoir plus. Nous en avons 79. Je crois que c'est une évolution positive et donc il faut le souligner. Je crois donc, et j'en terminerai par là, que toutes les conditions institutionnelles sont réunies pour faire de cette élection une élection centrale, que les partis politiques nationaux ont l'opportunité de s'en saisir et d'en faire une élection et une échéance électorale de premier plan, que les médias s'en saisissent également, que la société civile puisse le faire, et à cet égard, j'espère que les consultations citoyennes pourront être organisées dans le plus grand nombre de circonscriptions. Nous sommes à un moment charnière et j'espère que l'élection qui arrive devant nous sera l'occasion pour la France et pour les partis qui sont les nôtres de considérer cette échéance sérieusement et de regagner un petit peu plus d'influence au Parlement européen. Merci beaucoup. Monsieur Bernard Deflessel. Oui, merci Madame la Présidente. Avec Constance Le Grip, nous allons évidemment défendre une autre position. Ça ne vous étonnera pas. Nous sommes constants de ce point de vue-là depuis plusieurs mois. Je m'appuierai très simplement sur un texte qui a été déposé, qui est une proposition de loi que Constance
a co-signé avec Guillaume Larrivé une proposition de loi en date du 6 décembre 2017 sur le fait qu'on reste, ou plutôt qu'on cale le scrutin européen sur les nouvelles régions qui ont été évidemment, dont le contour a été dessiné en 2015. J'ai écouté vos arguments, je vais essayer, puisque c'est un débat qui est quand même un débat apaisé, mais je vais essayer de les contrarier sans trop vous contrarier, de façon à vous mettre en exergue, si vous voulez, me semble-t-il, une autre vision des choses. La première chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de pays qui ont des circonscriptions régionales, vous le savez. Il y a la Belgique en particulier, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Irlande, il y a l'Italie, donc des grands pays au niveau européen. En Allemagne, c'est un scrutin mixte, chacun le sait. Et donc, ce n'est pas, je dirais, une surprise que de dire que le scrutin par région ou grande région, finalement, entre guillemets, passez-moi cette expression, tient la route. Le deuxième point, c'est l'éloignement avec les concitoyens. Vous nous avez expliqué qu'un scrutin national, au contraire, le rapprocherait du fait européen. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe dans ce que vous nous avez dit, puisqu'à chaque fois, vous êtes revenu sur une circonscription régionale. Vous nous avez expliqué que, finalement, plus la circonscription était grande, plus on éloignait nos concitoyens du fait électoral. Alors, ça veut dire que la circonscription nationale, il n'y en a pas de plus grande. Donc, c'est un paradoxe que d'expliquer l'inverse. Vous nous prenez un autre exemple avec les médias, par exemple. Et vous nous expliquez en disant mais il faudrait que les antennes régionales se mobilisent. Là aussi, c'est un paradoxe. Si vous faites un scrutin sur la découpe régionale, eh ce sont les antennes régionales qui vont se mobiliser pour les débats. Enfin, il y a d'autres sujets qui me préoccupent et dont on ne parle jamais. Le fait de faire une liste nationale crée une dépendance pour les députés et pour le choix des députés dans les mains des partis politiques. Évidemment, quand vous êtes proche du président de votre parti et que vous aspirez à être sur une liste européenne et que c'est une liste nationale, vous savez très bien que c'est le fait du prince très souvent. Et donc, je trouve que si nous avions un scrutin sur les régions, eh bien, le fait régional l'emporterait, le fait territorial l'emporterait. Or là, eh bien, on sait qu'on se met dans les mains d'un parti ou des partis politiques. Enfin, la multiplication des listes, eh bien, c'est la conséquence d'un scrutin national, vous le savez. À partir du moment où vous ouvrez la boîte de Pandore et que vous faites en sorte de faire un scrutin national, chaque parti veut exister. Chaque parti veut avoir quelques élus, mais au moins exister médiatiquement. Et donc vous multipliez les listes, ce qui n'est pas le cas dans les régions, parce que souvent les partis ne sont pas forcément, en tout cas les petits, très bien organisés. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une multiplication de listes, et donc ça entraîne, à mon sens, ou ça devrait entraîner, à mon sens, une moins bonne visibilité de notre parti qu'est la France dans ce domaine. Vous savez, si vous avez 30 élus, il vaut mieux avoir un groupe de 30 que 3 petits groupes de 10. Et donc, moi, à mon sens, la circonscription nationale, de ce point de vue-là, n'est pas une bonne chose. Ensuite, vous le savez, l'identification du député européen, quand il est accroché à une terre régionale, il est quand même plus visible qu'au niveau national. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a bien connu les scrutins sur liste nationale. Mon grand âge me fait repenser à ceci. Et quand vous êtes élu 12e, 15e, 17e sur la liste, vous pensez que vous allez parcourir la France pour aller expliquer la politique européenne? Bien sûr que non. Quand vous êtes député européen ancré dans une région, eh bien vous avez quand même la proximité qui évidemment est plus forte. Enfin, je pense que c'est un argument que vous n'avez pas soulevé, c'est dommage. Vous savez très bien que depuis la réforme au niveau régional des fonds structurels européens, ce sont les régions qui gèrent les fonds structurels européens. C'est une manne considérable. Or là, on rebascule sur une liste nationale, ce qui fait qu'on va encore une nouvelle fois faire en sorte qu'il n'y aura pas d'adéquation formelle entre le travail qui est fait par les régions sur les fonds structurels européens et cette adéquation. Enfin, me semble-t-il, la liste nationale, ce n'est pas une parade à la baisse de la participation. Ça se saurait et ça se démontrerait dans ces cas-là. Bon, le dernier argument, il est un peu plus politique, mais il est gentillet. Nous ne sommes pas naïfs. Quand on commence à toucher aux scrutins électoraux, on sait ça, tous les gouvernements l'ont fait, le nôtre également. Vous savez très bien que c'est pour, évidemment, un intérêt qui est un intérêt électoral de façon urgente. Donc ça veut dire que, bon, l'exemple
est assez simple. On a eu l'élection sénatoriale qui est faite par département. Vous avez moins d'implantation et le président de la République n'est pas un naïf non plus. Il a moins d'implication dans les élections locales et donc il se dit qu'un débat national pourrait évidemment faire en sorte que votre propre parti, qui est en constitution, puisse avoir un peu plus de sièges. Voilà ce que je voulais vous dire. Un dernier mot sur les listes transnationales. Le parcours est complexe et compliqué. Il est complexe et compliqué parce que la commission constitutionnelle du PE l'a acté. Maintenant, il faut que le PE l'acte. Pas impossible. Ensuite, il faut que les chefs de gouvernement de gouvernement l'actent également. Et ensuite, il y a une possibilité de veto. Alors, vous avez vu les déclarations de M. Orban déjà. M. Orban a déjà dit « il n'en est pas question et je mettrai mon veto sur ce sujet-là ». Donc, eh bien, nous attendons les semaines qui viennent et nous serons fixés dans les semaines qui viennent. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Ludovic Mendes. Merci, Madame la Présidente. Et merci à notre collègue Pierre-Alexandre Anglade pour cet exposé. Bien entendu, je pense que La République En Marche, du moins je ne le pense pas, j'en suis certain, est totalement d'accord avec ce qui vient d'être annoncé. Je viens d'écouter mon collègue des Républicains avec beaucoup d'intention et je vais faire la même chose. Je me dis juste qu'on a enfin un débat qui peut atterrir dans les médias quand on parle d'Europe et pas simplement sur Internet. Ça veut dire qu'on donne enfin de la grandeur à la politique européenne et non pas seulement en la mettant sur un système de politique de seconde zone. On parle de circonscription en euro-région. J'explique juste le point de vue, étant donné que ce n'est pas dans les médias sur la chaîne publique ou sur les grandes chaînes aux 20h, c'est qu'on considère que la politique européenne n'est pas importante, alors qu'elle l'est dans la vie de tous les jours et qu'il faut le rappeler et qu'on veut le rappeler en faisant ce genre de choses, en mettant ce débat sur la scène publique à 20h ou en première partie de soirée. Ce qui paraît juste logique quand on parle de l'avenir de l'Europe, quand on parle de l'avenir de notre pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'un député européen, il est là aussi pour faire avancer l'Europe. En même temps, il fait avancer la France, mais ce n'est pas un député national qui siège à l'Europe. Donc il n'est pas là, entre guillemets, pour simplement représenter la France. Il est là pour dire la voix des Français dans l'Europe, pour faire avancer l'Europe. On est juste dans la ligne de ce que demandaient les pères fondateurs, il ne faut pas l'oublier. On nous explique que c'est parce que nous ne savons pas faire sur le territoire. Alors, je pense qu'il y a une méconnaissance de nos territoires, mais c'est peut-être les partis qui aujourd'hui ont perdu beaucoup qui se pose la question de comment exister demain et de faire en sorte de maintenir à nouveau des eurodéputés au sein du Parlement à Bruxelles. Vous regrettiez d'avoir plus de listes que ce que nous en avons aujourd'hui. Est-ce que c'est pas ça aussi la liberté et la démocratie ? De fait d'avoir des opinions différentes, de fait de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre, de que chacun puisse expliquer sa vision de l'Europe et expliquer sa vision de l'avenir européen. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, et on l'espère que ça se fera avant aussi, via les conventions démocratiques, il est normal qu'on entende la voix de chaque personne. On a trop bridé aujourd'hui d'un point de vue politique, on a demandé à des gens de ne pas pouvoir expliquer leur point de vue, on a des gens qui se sont complètement éloignés du fait européen, on a la moitié de la population française qui se déplace pour aller voter. Donc oui, il nous faut une circonscription unique, il nous faut remettre le débat européen sur la scène médiatique, et il faut faire en sorte que, à nouveau, les Français s'intéressent à l'Europe parce que l'Europe, c'est l'avenir de la France. Merci. Jean-Louis Bourlange. Oui, mon groupe et le parti dont il est issu soutiendra la proposition, la proposition de circonscription nationale remplaçant les circonscriptions pseudo-régionales actuelles. Je voudrais simplement, je crois qu'il faut aborder ce problème sans dramatisation excessive et, je dois le dire, sans non plus excès d'enthousiasme de part et d'autre. Car en réalité, l'enjeu est extrêmement minimal et les deux systèmes ne sont pas satisfaisants, ni l'un ni l'autre, pour des raisons très profondes qui tiennent à la mauvaise insertion de la mauvaise organisation de l'Union européenne et à sa mauvaise insertion dans le paysage. Actuellement, nous avons... Alors, quand j'étais président du mouvement européen, nous avons agi très fortement. Moi, j'ai connu les deux systèmes, comme M. Gollnisch d'ailleurs. J'ai connu les deux systèmes et je puis vous dire qu'ils sont l'un et l'autre insatisfaisants. C'est comme ça.
Quand j'étais président du mouvement européen, j'ai animé un groupe de travail avec Jean-Claude Casanova où on proposait une régionalisation. On a été partiellement entendu par le RPR pour des raisons particulière, parce que c'était l'époque de M. Juppé, président du RPR, et il voulait à la fois ne pas avoir de liste nationale qui l'aurait obligé à se présenter, effectivement on a tous des arrière-pensées politiques dans cette affaire, et d'autre part il ne voulait pas une vraie régionalisation parce qu'une partie de son parti était un peu jacobin et résistait à l'idée d'une régionalisation. Si bien qu'on a fait une cote mal taillée, c'est-à-dire ces 8 régions qui ne signifient rien. Moi j'étais député d'une circonscription qui allait du Mont-Saint-Michel à la frontière belge. Je puis vous dire que c'était difficile de s'interroger, d'apporter une réponse à la question où mettre sa permanence. Bon, donc c'était exactement la même chose que dans la période précédente où j'étais en circonscription nationale. Alors maintenant, et donc je crois que le système actuel est vraiment très mauvais, il a été dicté par des considérations d'opportunité, il est très mauvais. Alors, ce que propose LR, je comprends très bien, c'est de dire on va faire quelque chose d'un peu moins irréaliste en se rapprochant des régions actuelles. Alors, ça présente, c'est peut-être possible, mais je crois que le problème, c'est que ces régions actuelles sont également très artificielles et qu'elles sont beaucoup plus artificielles. Écoutez, moi, je voudrais savoir quel est le point commun. Quel est le point commun entre un député qui serait député d'Aurillac et d'Annecy? Et quelle serait la représentativité par rapport à un choix national d'un député qui serait député d'Andaille et de Châtellerault? Actuellement, c'est ça. Non, mais il ne faut pas faire de polémique. C'est pas facile cette affaire à organiser. Et je dis que là, c'est une illusion de croire que ces nouvelles régions qui ont été dessinées dans des conditions également très politiciennes, convenons-en, même les socialistes, je crois, peuvent en convenir, dans des conditions très politiciennes, sont satisfaisantes. Donc, en termes de représentativité, rien ne colle. D'autre part, les 13 régions avec... on a combien de parlementaires, M. Anglade? 79 bon, 74 aujourd'hui. 74 et 13 régions. Là, comme ce sont des régions inégales, nous avons une exigence de proportionnalité. C'est dans l'acte... la proportionnalité serait parfois extrêmement incertaine. Regardez la Corse, regardez un certain nombre de régions qui sont très petites et où vous n'auriez pas une véritable représentation une représentation proportionnelle. Donc je crois que ça n'est pas un très bon système. Le système national, et là je voudrais quand même un peu doucher l'enthousiasme de M. Anglade, le système n'apportera pas un rapprochement, l'éloignement des citoyens pour les élections européennes a d'autres sources. Il a d'autres sources et je n'ai pas probablement le même diagnostic que M. Gollnisch, mais et moi ces sources, je les vois de façon assez nette. Je pense que il en voit 2 principales, mais ça peut se discuter. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, l'Union européenne, je ne dis pas le Parlement européen, le Parlement européen a beaucoup de pouvoir dans l'Union, mais l'Union européenne a en elle-même peu de pouvoir vraiment politique. Les grands pouvoirs de l'Union, c'est la concurrence, c'est la monnaie, c'est un certain nombre de... C'est évidemment la politique agricole commune, mais l'essentiel de ce qui fait les fonctions politiques reste, contrairement à ce qu'on dit, du domaine national. Et donc les gens se disent, mais qu'est-ce que je vais avoir comme pouvoir en votant pour le Parlement? Et ils ont donc tendance... Alors, il y a la réponse de M. Anglade, l'Europe c'est très important. Oui, mais les gens ne votent pas pour ou contre l'Europe, simplement. Ils votent pour une institution dont ils perçoivent mal quel est le rôle, quel sera le rôle. Et la deuxième chose qui pose problème, mais moi je suis pour l'extension des pouvoirs politiques de l'Union européenne. La deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que le jeu européen est très différent du jeu national. Disons que le jeu national restait jusqu'à présent, peut-être est-ce un grand changement qui s'est produit au printemps dernier, un jeu bipolarisé à caractère manichéen. Le jeu européen, c'est un jeu multipartisan, c'est une démocratie de négociation, c'est une démocratie où personne n'est blanc ou noir, où en réalité tout est négocié,
Tout est affaire de compromis, ça n'est pas moins démocratique, c'est pas moins démocratique de négocier que de se confronter, mais c'est quelque chose auquel ni les hommes politiques nationaux, ni les journalistes, ni les citoyens ne sont véritablement habitués. Et donc ils sont en face de cette élection européenne, si vous me permettez cette image, comme une poule en face d'un couteau. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc voilà, il ne faut pas se dissimuler les choses. Alors moi, à tout prendre, je crois que les arguments finaux sont plutôt en faveur du Parlement national pour les raisons qu'a donné M. Anglade et qui sont justes. C'est qu'on aura un choix clair, avec des listes qui seront très perceptibles politiquement et que les gens verront les choses assez simplement. Bon, c'est plutôt mieux, mais n'attendez pas de cette réforme qu'elle soit, j'ai encore un mot à dire, je suis trop long, mais j'ai encore un mot à dire, c'est qu'il y a un petit problème à travers cette réforme, non pas cette réforme, mais le problème que vous avez évoqué, vous avez salué la décision de la Commission constitutionnelle, et je comprends très bien cette approche d'encourager une liste transnationale. Je vous rends attentif à un problème, je n'ai pas de solution, ce n'est pas une objection, mais c'est que l'apparition d'une telle liste compliquerait l'éventualité, qui est d'ailleurs étrangère au système de droit actuel, mais qui n'est pas étrangère à toutes les perspectives politiques possibles, l'éventualité de revenir sur le Brexit. Parce que quand nous aurons fait ce système, il ne sera plus possible d'intéresser les Britanniques à une élection européenne. Or, ils ne pourront pas participer. Or, on ne peut pas exclure, comme l'un des scénarios possibles, que dans quelques mois, on ait une démission de Madame May et un référendum de sens contraire de celui qu'on a eu il y a quelque temps. Donc, je crois que là, il faut bien voir que ça introduit, sur une hypothèse marginale, mais non complètement absurde, ça introduit un élément de rigidité supplémentaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bruno Gollnisch. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à M. Anglade pour ce rapport intéressant, qu'on en approuve ou non les principales propositions. Parlons sans langue de bois. Je crois quand même, mes chers collègues, que parmi les circonstances politiques particulières qui avaient été à l'origine de cet étrange découpage de la France en 8 morceaux, il y en avait un très réel, c'était la volonté de minorer les sièges dont ma formation, le Front National, pouvait bénéficier. On espérait, quand nous étions à 12-15% des suffrages, et que si on découpait la France comme ça en circonscription, on espérait qu'à chaque fois, nous arriverions peut-être au seuil de la représentation, mais que nous n'y parviendrions pas et que les rompus seraient en quelque sorte perdus. Ce système s'est retourné contre ses auteurs lors de la dernière élection, puisqu'il favorisait évidemment les listes arrivées en tête. Or, c'est la liste de ma formation politique qui est arrivée en tête. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui une représentation en nombre de députés et qui est supérieure au pourcentage de voix que nous avons obtenues. Je devrais donc, si je n'obéissais qu'à mon intérêt, en supposant que les choses restent ce qu'elles sont, demander que l'on maintint le système actuel. Je ne le fais pas. Nous sommes partisans de la liste nationale, car il faut bien dire que ces grandes circonscriptions, et là je suis tout à fait en désaccord avec M. de Flesel, n'avaient ni queue ni tête. Comme l'a très bien dit M. Bourlange, et comme on l'a mentionné, moi j'ai été élu du Grand Est, j'ai fait campagne dans le Grand Est en 2009, j'ai réussi à faire campagne parce que j'ai passé 3 mois en camping-car. Voilà. Mais je crois que j'ai été le seul candidat en France à faire ça. Je rencontrais aux étapes très souvent M. Jean-François Kahn, mais il est vrai que cette circonscription Grand Est qui commençait à Troyes, qui se terminait à Strasbourg, qui allait jusqu'à Mâcon et à Sedan, n'avait aucune consistance. Aujourd'hui, je suis député de théoriquement, de la grande circonscription du Sud-Est. Je devrais faire tous les marchés, depuis le marché aux volailles de Bourg-en-Bresse jusqu'au marché aux poissons de Bonifacio. Ça n'est pas raisonnable, et quand on sait, mes chers collègues de l'Assemblée nationale, quelles difficultés vous avez, et vous y parvenez fort bien,
pour la plupart du moins, à sillonner une circonscription de 130 000 habitants. Comment peut-on dire qu'on rapproche l'élu de l'électeur quand on le fait élire par des circonscriptions qui sont plus peuplées et plus vastes que bien des États de l'Union européenne? Alors, sur le nombre de députés français qui augmente, tant mieux, car les concessions que M. Chirac avait faites au traité de Nice étaient tout à fait au détriment de la France, et c'était même quelque peu scandaleux. J'ai vu sous la plume du rapporteur la proposition audacieuse, on peut être pour, on peut être contre, de l'instauration d'un vote préférentiel. Je crois quand même, Monsieur le rapporteur, que c'est une véritable usine à gaz, que le décompte serait extrêmement complexe. C'est vrai que les Italiens en ont l'habitude, mais enfin sur liste nationale, ça me paraît extrêmement compliqué. Alors sur les médias, en revanche, Monsieur le rapporteur, je serais quand même beaucoup plus sévère. Parce que là, je crois que ça n'est plus raisonnable. Et je regrette que vous n'apportiez pas quand même un petit grain de sel à la proposition assez scandaleuse, il est vrai, qui nous est faite par le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire de donner le temps de parole aux groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est tout à fait antinomique de tout ce que vous nous racontez par ailleurs. Vous nous dites qu'il faut tenir compte des débats européens, qu'il faut mettre en valeur le Parlement européen, qu'il faut intéresser les citoyens à l'Europe, et vous ne donnerez pas, vous n'incluez pas dans ce temps de parole les parlementaires européens, les groupes représentés au Parlement européen. C'est tout à fait, excusez-moi, je trouve que c'est tout à fait paradoxal, absurde, et si je puis me permettre, sans agressivité, et même assez scandaleux. Enfin, ça reproduit le scandale antérieur. En ce qui concerne le désintérêt pour les élections européennes, ça ne tient pas, j'en suis à ma 6e élection sans discontinuer au Parlement européen, c'est pour ça. Je m'autorise quand même de vous le dire, ça ne tient pas au fait que lors de l'élection européenne, il n'y ait pas de débat sur l'Europe. Il y a des débats sur l'Europe lors de l'élection européenne. Le problème, c'est qu'il n'y a de débat sur l'Europe qu'au moment des élections européennes. C'est-à-dire que on parle de ce qui se passe au Parlement européen une fois tous les 5 ans. Le reste du temps, on n'en parle pas. Moi, j'ai comme M. Bourlange une grande expérience de cette institution. Les seuls moments qui ont été médiatisés, je vais vous le dire, ceux qui ont été plus médiatisés, c'est le débat sur la teneur en beurre de cacao du chocolat. Ça a soulevé des passions. C'est la question des chasseurs et le point de savoir si la pigrièche, le choucas des clochers et le corbeau-freux pouvaient ou non être librement chassés de l'Algarve au sud du Portugal jusqu'en Laponie au nord de la Suède. Voilà, c'est quand même un peu mince. Et c'est vrai que si les médias couvraient un peu plus les travaux du Parlement européen, comme le font certains États, comme ça se passe dans certains pays, je pense qu'il y aurait plus d'intérêt de nos compatriotes. Et puis il y a aussi le fait, Monsieur Bourlange quand même, reconnaissez-le, c'est que les fruits, j'admire votre enthousiasme européiste, je ne le partage pas, mais les fruits quand même de l'Union européenne n'ont pas répondu aux promesses des fleurs. Alors, je conclus. Je crois que la liste nationale est une bonne chose, que les seuils, à mon avis, doivent être harmonisés entre le seuil minimal de financement et de représentation, et qu'il faut donner une place médiatiquement à ceux qui sont représentés déjà au Parlement européen. Une dernière chose, dans le tout dernier point, excusez-moi, Madame Davattiello, en ce qui concerne les obligations déclaratives, dont le projet de loi fait tout un plat, on va soumettre les députés européens aux mêmes obligations déclaratives que les députés et sénateurs français, mais ces obligations-là, elles sont déjà imposées au sein même du Parlement européen. Vous allez sur le site du Parlement et vous verrez que toutes les responsabilités, même dans des associations bénévoles, sont imposées aux députés européens. Marietta Caromli. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, tout d'abord, dans ce rapport, il est rappelé un certain nombre d'idées qui s'appuient sur une pratique finalement qu'on a constatée depuis des années.
des pratiques qui démontrent aujourd'hui que finalement, c'est vrai que si on recherche l'adhésion des citoyens, la participation et le recul de l'abstention, on constate dans l'histoire que quand même, il y avait des meilleurs résultats quand il y avait finalement une liste nationale, même si ça s'est dilué au fur et à mesure et que l'abstention a augmenté. C'est un élément qu'il faut aussi tenir, et vous l'avez évoqué dans les tableaux que vous avez finalement, enfin nous avons au niveau des différents groupes. La question qui est soulevée aussi, même si on peut être d'accord sur la liste nationale, parce que ça donne une unité et qui porte finalement la voix de la France, etc. Il y a quand même deux sujets sur lesquels le projet de loi et peut-être les discussions qui vont avoir lieu nous permettront peut-être d'affiner. D'une part, on ne traite pas la question de la distance, c'est-à-dire de la distance entre le député européen et le territoire. Et qu'effectivement, on peut parler d'une liste nationale, comme on peut parler des listes régionales, mais tout le monde souligne qu'il y a quand même une vraie distance. Donc, si on ne se penche pas sur cette question-là, on restera avec le même problème, le même constat. Le deuxième sujet qui me soulève quand même interrogation, c'est la question du Brexit, la manière dont il est traité, où on va effectivement voir une répartition de sièges supplémentaires selon les différents pays, avec un conflit d'ailleurs qui existe aujourd'hui, enfin un désaccord plutôt, entre la France et l'Italie. Mais on peut l'avouer, il y a quand même une incohérence. D'une part, d'augmenter le nombre de députés au niveau européen et de diminuer le nombre de députés représentants du peuple au niveau français, globalement, sur les élections, avec le prochain futur projet de loi où on va diminuer, on va faire un redécoupage des circonscriptions. Donc, je crois que c'est une question plutôt de cohérence dans la réflexion que nous pouvons porter, quelles que soient nos appartenances politiques. Quelquefois, on est amené à prendre des positionnements un peu schizophréniques, je le dis, et là, je parle vraiment à titre personnel, parce que vous connaissez mon engagement et notre engagement ici pour l'Europe, vous connaissez aussi mon engagement sur le Parlement. Et je suis beaucoup plus parlementariste que présidentialiste. Et effectivement, d'un côté, on va donner plus de pouvoir, plus de représentation au niveau européen pour la France, et de l'autre côté, on va diminuer le nombre de députés en passant de 577 à 300, 350, je ne sais pas, peut-être 250, on ne sait jamais, demain. Et ça, c'est incohérent. Voilà ce que je voulais dire. Après, il y a d'autres questions pratiques, mais c'est vrai que le projet de loi qui va venir nous parle quand même beaucoup de cuisine. Mais la cuisine, on ne parle pas des ingrédients qu'on va utiliser. Et je pense que pour donner du goût vraiment aux élections et à la population, on devrait quand même se regarder de plus près, effectivement, le fond, les idées, ce qu'on voulait faire. Constance Legris. Oui, merci Madame la Présidente. Cela n'étonnera personne qu'à mon tour, comme mon collègue Bernard de Flessel du groupe Les Républicains, j'exprime mon opposition personnelle et également celle de ma famille politique au retour en arrière et au retour au système de la circonscription nationale unique. Je ne veux pas revenir sur tous les arguments qui ont été excellemment déployés par Bernard de Flessel, mais c'est vrai qu'il nous semble quand même étrangement paradoxal de présenter simultanément, en même temps, à la fois la piste vers une liste transnationale et la composition de la liste nationale pour représenter les électeurs et les électrices de France. Comme si on voulait, tout en prétendant rapprocher les élus européens de leurs électeurs, faire double couche et accroître l'éloignement géographique et territorial, la circonscription nationale, plus la liste transnationale, ouvrant ainsi, en ayant la simultanéité des deux démarches menées de front, en ouvrant ainsi vraiment le risque, je
pèse mes mots, d'avoir des députés hors sol. J'ai l'expérience de plus de 7 ans passés au Parlement européen, élu 2 fois sur la base d'un scrutin territorialisé, et je crois que vraiment l'ancrage territorial, la proximité avec un certain nombre de réalités territoriales, géographiques, qui se traduisent en termes économiques, socio-économiques, qui peuvent correspondre à des développements de secteurs industriels, de secteurs agricoles, de secteurs économiques. Il y a des cohérences géographiques, des réalités géographiques et territoriales qui existent, maladroitement certes et imparfaitement dans le système dont je comprends que nous allons sortir, celui des 8 grandes eurocirconscriptions, mais que nous proposons, nous les Républicains, de caler sur le découpage politique et administratif actuel qui est celui offert par la loi de la République sur les 13 grandes régions françaises. Donc voilà, attention à la dimension paradoxale de vouloir simultanément, tout en prétendant bien sûr rapprocher, en mettant plus d'Europe dans les débats politiques nationaux, etc., les élus européens des électeurs, d'avoir et la liste transnationale et le retour en arrière à la liste nationale. Il n'est pas démontré que ce soit l'existence de la liste nationale qui avait pour effet des taux de participation électorale convenables. On sait que les taux de participation électorale aux élections européennes n'ont jamais été très élevés, ni dans notre pays, ni dans d'autres pays, à l'exception des pays européens qui connaissent le vote obligatoire, bien évidemment. Et s'il y a eu des taux de participation électorale un peu plus élevés en 79, en 84, en 89, etc., c'était certainement parce que d'abord, on était dans un autre contexte politique, dans un autre contexte géopolitique, dans un contexte européen extraordinairement porteur. Et puis parce que c'est vrai, la première élection du Parlement au suffrage universel direct, l'aventure démarrée en 1979, avait soulevé beaucoup d'espoir. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse corréler vraiment très étroitement le mode de scrutin circonscription électorale nationale unique avec des taux de participation électorale qui pourraient être plus satisfaisants. N'ayons pas non plus la mémoire courte, même avec les élections européennes organisées sur la base des scrutins et des circonscriptions territorialisées, on a eu des grands débats politiques à la télévision. J'ai souvenir d'avoir vu aussi bien en 2014 qu'en 2009 des grandes émissions politiques où différentes personnalités, des grandes familles politiques qui se présentaient au suffrage de nos compatriotes étaient présents. Il y avait des vrais débats politiques au plan national dans les médias. Alors certes, je déplore, et là je suis parfaitement d'accord avec M. Anglade, je déplore sévèrement la reculade, vraiment que je ne m'explique pas rationnellement, de l'audiovisuel public devant sa responsabilité de diffuser le principal débat entre les Spitzenkandidaten de 2014, dont la quasi-totalité d'ailleurs par les Français en plus. Enfin bon, voilà. On aurait pu avoir voilà, des dispositions qui auraient été intéressantes pour nos compatriotes. Donc on a une vraie responsabilité des médias, effectivement, encore une fois, même si c'est souvent un vœu pieux à interpeller. Mais coexistaient, lorsque le mode de scrutin était sur des bases territoriales et donc régionales, des grands débats politiques nationaux qui pouvaient se faire dans les grands titres de la presse écrite, sur les grandes chaînes de télévision, publiques ou privées d'ailleurs, mais également des débats régionaux, les chaînes de télé régionales, les radios régionales. La PQR régionale se faisait un honneur et un devoir d'organiser des débats et il y avait quand même une identification vis-à-vis de celles et ceux qui étaient susceptibles de devenir les représentants plus tard au Parlement européen. Donc voilà, nous estimons qu'il y a un recul en arrière qui n'est pas opportun, d'autant plus qu'on le couple avec le souhait d'avoir une liste transnationale. Rapprocher les élus européens de leurs électeurs. Et j'en terminerai par là, Madame la Présidente. Ne nous méprenons pas sur les mots. Le mandat de député européen n'est pas un mandat de proximité. Il ne faut pas imaginer, et nul ne peut raisonnablement attendre des députés européens qu'ils arpentent les allées des marchés de toutes les communes de leur euro-circonscription, qu'ils soient en permanence dans les banquets d'anciens ou d'anciens combattants et qu'ils soient en permanence partout sur leur territoire. Ils doivent principalement être efficaces et batailler à Strasbourg et à Bruxelles, être très présents dans les réunions de commission, les réunions de groupe, les réunions de groupe de travail, etc. C'est ça qu'on attend d'eux. Mais néanmoins, avoir quand même l'ancrage territorial qui fait que régulièrement, c'est-à-dire
toutes les semaines, en fin de semaine, et dans les semaines de circonscription, parce que je rappelle quand même que le Parlement européen, dans son organisation, dans son calendrier parlementaire officiel, a plusieurs séquences, c'est chaque année variable entre 5 à 8, et certainement que dans un proche avenir, ce sera un peu plus, semaines qui sont dites dans notre petit jargon bruxello-strasbourgeois des semaines azur, qui sont des semaines dédiées au travail de circonscription, qui sont des semaines dédiées au retour plein et entier sur le terrain des députés européens. Mais dans le système de l'élection au scrutin territorial, les élus européens reviennent toutes les fins de semaine dans leur territoire et croyez-moi, ils sont clairement identifiés et par les présidents des régions, et par les conseillers régionaux, et par toute une série de structures, les syndicats agricoles, les représentants des fédérations professionnelles, les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, etc., comme étant leurs élus. Et à l'heure où on a confié aux régions le soin d'être autorité de gestion des fonds européens, il y a là encore une fois un paradoxe à détacher de ces réalités territoriales et géographiques l'exercice du mandat de parlementaire européen. C'est pour toutes ces raisons et toutes celles précédemment déployées par Bernard de Flessel que nous nous opposons à cette marche en arrière. Merci. Thierry Michels. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, merci pour votre excellent travail dont je pense la Commission des lois saura s'inspirer pour améliorer le texte de loi. Dans la discussion qu'on a eue, on voit, en fait, dans vos propositions, il y a des propositions qui sont de l'ordre de la mécanique institutionnelle, qui me semble très, très important. Mais celle que je voudrais retenir ici, c'est ce qui va finalement permettre aux citoyens français et européens de s'approprier ce projet européen. Et donc, l'importance qu'aurait à la fois le rôle des médias, ça vient d'être souligné. Il n'y a qu'à voir la couverture qui a été faite de la signature de la résolution commune entre nos deux parlements français et allemands pour voir le différentiel entre la couverture par les chaînes de télévision allemandes et les chaînes de télévision françaises. Donc, on voit qu'en France, on a... Oui. Donc je parlais en l'occurrence ici de la couverture médiatique, indépendamment... Bon, très bien. Donc le rôle des médias, qui est très important, et on avait eu ici en audition la présidente d'Arte, effectivement, qui doit, la chaîne franco-allemande, qui doit nous aider à aborder ce débat européen. Et le deuxième point, c'est donc l'importance des consultations citoyennes européennes cette année, en 2018, qui sont, de mon point de vue, les seuls à même à permettre finalement aux citoyens français, européens, de s'approprier ce projet européen. Et finalement, quels que soient les modes de scrutin retenus, c'est ça qui va faire venir voter les citoyens et les faire contribuer à forger ce projet européen. Donc c'est ça que je voulais retenir et ça me semble absolument essentiel que nous y travaillons ici en France et ici en Europe. Merci. Merci. Pierre-Henri Dumont. Merci Madame la Présidente. Je suis désolé, c'était vraiment beaucoup trop tentant de pouvoir reprendre la balle au bon par rapport à ce que vous disiez. Je voudrais saluer déjà le rapporteur pour le travail qu'il a effectué. On sait que c'est jamais facile de faire un rapport et aussi saluer l'audace du rapporteur avec des propositions en complet décalage avec celles présentes dans le projet de loi. C'est toujours important de le souligner. Je pense sincèrement il ne faut pas chercher des explications et travestir le but réel de ce projet de loi. Ce projet de loi, on le sait, il y a une volonté présidentielle de changer le mode de scrutin pour des raisons qui sont des raisons politiques, qui sont des raisons pour avoir le plus grand groupe possible au sein du Parlement européen. C'est louable, on fait de la politique ici, donc il n'est pas nécessaire d'essayer de chercher des explications en essayant de triturer, en disant ça a baissé d'un point de participation entre l'élection de 1999 et l'élection de 2004. En réalité, les contextes étaient tellement différents ces différentes élections qu'il est impossible de savoir si une circonscription européenne unique en France ou une circonscription européenne par région permet d'augmenter ou pas la participation. Donc, vraiment, moi je pense que vous devriez assumer le fait de vouloir arriver dans un débat européen et assumer le fait qu'en instaurant ce débat qui sera un débat manichéen, vous désirez avoir deux grandes forces au sein du Parlement européen. Je pense que M. Bourlange l'avait cité tout à l'heure. Le Parlement européen n'est pas un Parlement manichéen blanc ou noir. Cette élection fera en sorte qu'il y aura deux grandes forces qui s'affronteront. La force totalement pro-européenne qui est celle que vous représentez, la majorité,
et une force totalement ou presque anti-européenne dans sa forme actuelle, qui est celle du Front National, en écrasant les différentes sensibilités qui sont les sensibilités des partis coincés entre ces deux extrêmes. C'est une interprétation que je peux avoir, monsieur Gollnisch. Donc, voilà, vraiment, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se cacher derrière le petit doigt, mais ça, c'est un arbitrage politique que vous ferez, bien évidemment, au sein de votre groupe. Parce que sur l'exposition, ce sera beaucoup plus simple, parce que, justement, au niveau des circonscriptions, même s'il était impossible de sillonner chaque marché, chaque quartier, chaque café, on avait des figures locales. On avait des figures locales qui étaient anciens députés, présidents de région, etc., et qui donc étaient connus et qui pouvaient justement apporter quelque chose. Et on pouvait voter, vous savez très bien, que plus la circonscription est grande, et moins on vote pour l'élu local parce qu'on le connaît moins. Et ce sera le biais qui sera également celui qui sera visible au moment de votre décision de diminution du nombre de circonscriptions, donc divisé par 2 le nombre de circonscriptions en France. Donc à partir de ce moment-là, vous faites ce choix d'arriver sur une opposition manichéenne, c'est un choix que je respecte. Et par contre, je ne retiens pas l'argument de dire, j'ai déjà un peu touché le sujet tout de suite, mais on n'a pas pu avoir de permanence partout, il est compliqué d'avoir un député européen qui se balade sur l'ensemble d'une région. Oui, mais demain, vous n'allez plus du tout avoir ce système de députés présents dans les régions. Parce que la réalité, on le sait tous très bien, c'est qu'il y aura une décision d'apparatchik. Enfin, vous allez me dire, pour la République en marche, c'est un plus simple, il n'y aura plus besoin de parachuter des gens dans des circonscriptions qui ne sont pas les leurs. Ou pour le Front National, ça peut être également le cas. Mais au-delà de ça, moi, je viens de Calais. On avait un député européen à Calais, qui n'était pas de mon parti. Mais au moins, on savait chez qui toquer, on savait comment faire pour aller récupérer ces actions. Demain, les régions ne seront plus du tout représentées. Même si aujourd'hui, elles ne représentent pas grand-chose, ces circonscriptions, demain, elles ne seront plus du tout représentées. On sait tous très bien que les provinces vont souffrir, et les outre-mer, vont souffrir d'une surreprésentation parisienne et d'une surreprésentation de grandes figures nationales qui en réalité... Pardon ? Oui, écoutez, ça c'est le choix des électeurs. Donc, c'est un écueil qui, pour moi, est extrêmement important au sein de ce projet de loi. Alors, évidemment, il n'y a pas de solution miracle, on le sait tous. Maintenant, il y a 2 mauvais choix à faire. Soit on garde celui qu'on a en l'adaptant, par exemple en reprenant la proposition de nos collègues Le Grip et l'Arrivée, soit en faisant ce projet-là. Vous avez bien compris que la position de mon groupe n'est pas celle-là. Et si vous voulez un vrai sujet européen, je rappelle également qu'on a, depuis 2014, des Spitzenkandidaten qui permet d'avoir une vraie position européenne et un vrai débat au sein de l'Union européenne et où on n'a pas besoin d'arriver sur des listes transnationales pour tous les problèmes qui ont pu être évoqués, en particulier la question du post-Brexit, s'il y a une marche arrière qui est faite par nos partenaires. Et puis, une fois de plus, je suis désolé, mais ça va être peut-être un peu cruel ce que je vais dire, mais pour réintéresser à l'Europe, je ne suis pas convaincu qu'en ayant une tête de liste d'un pays qui est très éloigné, je ne vais pas citer plus pour froisser personne, mais qui est très éloigné de la France, permette à un Français de se dire « je vais m'intéresser à ce candidat et à ce qu'il propose ». Enfin, j'ai un peu de mal à saisir ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai beaucoup de mal à le saisir, l'intérêt de cette liste transnationale. Merci. Avant de laisser la parole à notre rapporteur, dernière intervention, Didier Quentin. Oui, merci, Madame la Présidente. Bon, ça va faire 40 ans qu'on a ce système. En 79, la première élection, on a connu beaucoup d'avatars. Je fais même allusion à la brillante idée du parti politique dont j'étais membre à l'époque, le tourniquet. Ça, c'était quand même assez étonnant. Bon, alors je remercie le rapporteur. On a entendu des choses intéressantes. Moi, je partage assez largement ce qui a été dit par Bernard de Flessel, Constance Le Grip. Néanmoins, je me pose une question qui est peut-être un peu théorique. Et je pars, ça me semble quand même pas mal dans une démocratie que les élus soient connus et reconnus par leurs électrices et leurs électeurs. Or, force est de constater que ça n'était pas le cas. Moi, je prends mon exemple personnel, ayant une toute petite teinture européenne. J'ai été sous-directeur d'Europe au Quai d'Orsay. J'ai même été dans d'autres temps premier vice-président de cette commission. Je serais dans ma grande région, qui était Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes, incapable, il doit y avoir une quinzaine de députés européens, d'en citer plus de 3 ou 4. Partant de la rive gauche du Couesnon, mon cher Jean-Louis,
la rive gauche du Couesnon, le Mont-Saint-Michel est de l'autre côté, jusqu'à l'extrême sud de la Saintonge, 500 km, etc., on ne les connaît pas. Donc le fait qu'ils ne soient pas forcément proches, mais connus et reconnus, ça me semble plutôt une bonne chose. Alors est-ce qu'on a imaginé à un moment... Oui, je voudrais dire que Jean-Louis, écoute bien, parce qu'il a peut-être réfléchi à ça. Bon, la plupart, je le dis, ne sont pas connus. En dehors de brillantes exceptions, il y en a au moins 3 ici. Hein, Monsieur Gollnisch, Madame Le Grip et Jean-Louis Bourlange. Est-ce qu'on a imaginé à un moment un système un peu mixte? Je parle du chef de 79, parce que c'est plus facile de faire loin, où on aurait une cinquantaine de circonscriptions européennes, en groupant des départements, évidemment, il y a le problème de l'outre-mer qui complique, et puis 29 autres élus proportionnels, à la proportionnelle, pour que les différentes sensibilités soient respectées. Est-ce que le système, celui qu'on fait au plan européen, ce que vous proposez, des listes nationales et une liste transnationale? Oui, mais non, mais là, je me tiens strictement au plan national. Au moins, on saurait que, je prends la région des Charentes, eh bien, le député européen des 2 Charentes, on peut peut-être ajouter la Vienne ou la eh bien, c'est monsieur ou madame une telle. Au moins, il y aurait une reconnaissance. Et avec 50, hein, on a une centaine de départements, Mayotte a été le 101e, eh bien, on devrait pouvoir arriver à avoir des députés européens représentant des territoires, et puis on en rajoute 29 à la proportionnelle pour que les différentes sensibilités. Je veux dire, est-ce que ce système a été envisagé à un moment? On m'a souvent dit, ah non, c'est contraire aux règles, etc. Bon, dernier point que je rajoute, la liste nationale, ça a un avantage. Je mets de côté tous les calculs plus ou moins politiciens pour éliminer tel ou tel ou organiser une confrontation manichéenne. Mais la liste nationale, elle avait un grand inconvénient, c'est qu'elles étaient conduites par des grands leaders nationaux qui, à peine élus, dans les 15 jours suivants, démissionnaient. Et puis c'était les suivants, non mais enfin beaucoup, les suivants montaient, oui, parce qu'il y en a certains qui n'avaient que ce mandat, donc leur mérite était, je veux pas diminuer. Il faut qu'on arrive à la conclusion. Oui, ben voilà, ma conclusion, c'est que ce système, je le trouve assez peu satisfaisant, mais on a probablement le choix qu'entre des inconvénients. Cher rapporteur, j'ai vu que le rapport d'information suscite quand même les vifs débats, donc vous avez le dernier mot. Merci Madame la Présidente. Non, moi je suis très heureux des échanges qui ont pu être les nôtres, parce qu'effectivement il y a une pluralité, une diversité de perspectives qui ont pu s'exprimer, et c'est toujours bénéfique. Ça démontre qu'il y a parmi la classe politique française aujourd'hui à l'Assemblée nationale un intérêt certain pour cette élection de 2019, et donc je m'en réjouis bien naturellement. Après, le diagnostic que l'on pose les uns et les autres est différent, et les réponses que vous avez apportées en militant pour le retour ou le maintien aux circonscriptions régionales, je dois dire que je ne peux y souscrire, parce que les circonscriptions régionales, telles que je le disais en introduction, elles ont été dessinées sur des réalités qui ne correspondent à rien. Et donc, vous, par exemple, Madame Le Grip, vous étiez élue en Île-de-France, et en Île-de-France, c'était peut-être la circonscription la plus cohérente. Et donc, vous pouviez avoir quelque part un ancrage territorial. Mais pour les autres circonscriptions, notre collègue du Parlement européen évoquait la circonscription Grand Est, M. Bourlange parlait de celle du Nord-Ouest. Il fallait que je passe par l'Île-de-France. Voilà, vous voyez, c'était absolument incohérent. Sur les 13 régions, ça ne respectait pas le principe de proportionnalité. Les 13 régions sont, du fait de la taille qu'elles auraient été, n'auraient pas abouti à suffisamment d'élus. Donc ça ne se tenait pas, et le principe ne fonctionnait pas. Sur les petites polémiques politiques que certains ont cherché à instiller, notamment sur l'ancrage local du mouvement qu'est le mien, ou les mots qu'on a essayé de nous reprocher, moi je n'y souscris pas non plus. Je crois que le retour à la circonscription régionale en 2004 a servi aux grandes familles politiques françaises dans notre pays à diluer le débat, parce qu'ils ne pensaient plus la même chose sur l'Europe. Il faut être très très clair par rapport à ça. Dans toutes les grandes familles politiques traditionnelles dans le pays, il y a une rupture depuis le traité de Maastricht, que ce soit à droite comme à gauche, qui s'est exprimée. Et la circonscription régionale a permis aux uns et aux autres d'avoir un débat dans le sud-ouest, d'avoir un débat dans le nord-est, mais en fin de compte de ne pas avoir de débat national. Sur les grandes personnalités nationales qui se sont présentées aux élections européennes et qui ont démissionné dans la foulée, il n'y a pas que les grandes personnalités nationales, il y en a d'autres. Ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours. Donc le retour à la liste nationale me paraît être une bonne chose. Et je crois par ailleurs que
ce système ne contrevient pas à l'ancrage local des députés européens. J'invite les uns et les autres à œuvrer au sein de leur famille politique pour militer pour que leur territoire soit représenté sur ces listes. Rien n'empêche les partis politiques de panacher leurs listes et d'avoir des élus qui viennent du nord-est de la France, du sud-ouest, du Pas-de-Calais ou ailleurs. Rien ne l'empêche. C'est un débat politique que vous devrez avoir ensemble. Et puis vous le savez aussi, certains parlementaires européens, certainement pas la majorité, mais certains parlementaires européens étaient élus dans des circonscriptions régionales dans lesquelles ils n'avaient absolument aucun ancrage. C'est aussi la réalité. Et donc, les arguments opposés par certains, je peux les entendre, mais je crois qu'ils ne tiennent pas la réalité de ce qu'étaient ces circonscriptions régionales, qui ont été une tentative de rapprocher, en tout cas officiellement de rapprocher le député européen de sa circonscription, qui, je crois, était en fait une façon de diluer le débat politique dans des familles politiques qui ne partageaient plus la même perspective. Et puis je tiens à rajouter un élément. Aujourd'hui, un député européen représente 860 000 habitants. 860 000 habitants. Quel est le lien avec le territoire? Quel est l'ancrage? Donc je crois qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui ne tenaient pas. Monsieur Bourlange évoquait le fait que les listes transnationales pourraient être un obstacle au retour potentiel des Britanniques. Et Madame Karamanli, vous évoquiez aussi le fait qu'il y avait un paradoxe entre la possibilité de diminuer le nombre de parlementaires dans notre pays et dans le même temps d'augmenter le nombre de parlementaires français au Parlement européen. Je pense qu'il faut garder un petit peu les choses, faut mettre les choses un petit peu en perspective. On augmente de 5 parlementaires le nombre de Français pour l'aligner sur ce qui se fait par rapport à d'autres pays. Et donc comparer les deux, c'était un petit peu audacieux. Et je tiens à noter que dans le rapport qui a été adopté par la commission AFCO hier, le nombre de parlementaires européens du fait du Brexit diminue. Et donc expliquer que l'inverse, c'est, je crois, une erreur de perception. Et je crois que le débat sur les circonscriptions nationales, nous pourrons l'avoir dans un second temps. Sur le temps de parole, Monsieur Gollnisch, et les partis politiques, vous êtes l'élu d'une famille politique qui a remporté, vous étiez l'élu d'une famille politique qui a remporté les élections européennes en 2014, avec un temps de parole et un temps d'antenne qui était moindre. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir 2 millions de voix de plus que le Parti socialiste qui était arrivé derrière, ou même beaucoup, pas derrière parce que c'est les Républicains, mais encore plus loin. Donc croire que la campagne se fait sur des clips électoraux, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, et vous le savez. Et par ailleurs, il existe des mécanismes qui permettent de corriger cela, et donc je crois que ce n'est pas là un argument qui permet de dire que la représentation des partis politiques n'est pas équitable. Sur Monsieur de Flessel, vous parliez du morcellement et de la possibilité de voir des petites familles politiques émerger. Et moi, je reprends l'argument de mon collègue Ludovic Mendes, que les familles politiques qui peuvent se présenter le fassent. C'est une chance pour l'Europe et c'est une chance pour la diversité. Mais je tiens à souligner seulement qu'il y a un seuil de 5% pour arriver au Parlement européen. Et donc ce seuil est un garde-fou et permet d'éviter que de toutes petites familles politiques qui morcelleraient la représentation française au Parlement européen soient effectives. Donc il y a la possibilité pour plus de familles politiques de se présenter, tant mieux. Et il y a quand même des mécanismes qui empêchent que n'importe quelle liste un peu originale puisse arriver au Parlement européen. Voilà pour l'essentiel. Je ne peux pas évidemment revenir sur toutes les considérations qui ont été celles des uns et des autres. Moi, je vous remercie pour ce débat. Je crois qu'il va se poursuivre en commission des lois, je l'espère, dans l'hémicycle. Et je me réjouis que nous puissions continuer à travailler ensemble dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci, chers collègues.